Bonjour à tous, c'est une introduction de l'Aubry qui court un peu spéciale. On est au 19e épisode et cet épisode forcément il est placé sous le signe du mouvement social pour défendre nos retraites, pour défendre un système de protection sociale digne. Et forcément on fait l'introduction ici depuis la manifestation à Paris. On va vous parler en long, en large et en travers de l'ensemble de la réforme annoncée par le gouvernement, mais aussi de la mobilisation sociale. Et puis cette semaine, on vous parlera aussi d'un autre gros dossier lié aux enjeux sociaux, c'est le Green New Deal européen. Comment faire un grand projet vert et social au niveau européen. Et ça, on s'en parlera depuis le Parlement européen. Allez, c'est parti. Générique encore, très mobilisation sociale. On rentre tout juste de la manif à Paris, ça a été encore une belle manif avec beaucoup de monde dans la rue évidemment, beaucoup de gens mobilisés, de secteurs différents, d'âges différents. On a fait plein de rencontres et c'est aussi ça la force de manif, des gens qui viennent nous parler des conditions difficiles de travail, des travailleurs précaires qui étaient là, des gens qui travaillent dans les transports, la RATP qui nous disent non, on n'est pas des privilégiés. On a croisé beaucoup d'enseignants aussi, des enseignants qui nous disaient à quel point ils étaient désespérés d'être le parent pauvre des fonctionnaires, les parents pauvres aussi au niveau européen, puisque nos profs français sont parmi les moins bien payés dans l'ensemble des pays européens et des pays de l'OCDE, parmi les pays les plus riches du monde. La force d'une manif, c'est aussi la ferveur collective qui en ressort. Alors, on a froid en ce moment dans les manifs, vous savez que je crains beaucoup le froid, et en même temps, il y a une espèce de chaleur populaire qui se dégage, un espoir qui dit notre système de protection sociale, on y tient, que vos faux de pension privées, on ne veut pas qu'ils prennent le contrôle de notre système de protection sociale et de nos retraites, et qu'on est prêt à tout pour le défendre. On avait des gens dans la rue aussi, dont ça faisait des jours et des jours, qui sont en grève. Ça veut dire, on parle beaucoup, et les médias aiment beaucoup parler de l'impact pour les usagers, mais il faut aussi parler l'impact pour ceux qui font grève, parce que c'est des journées de salaire de perdu, c'est une difficulté à boucler les fins de mois et qu'on ne fait jamais ça par plaisir. Mais tous les gens qu'on a croisés dans la rue et à qui je veux rendre hommage, c'est des gens qui étaient déterminés, mobilisés et qui ne vont rien lâcher parce que la mobilisation continue. Bon, ça y est, on l'a, cette réforme des retraites. Édouard Philippe, notre Premier ministre préféré, nous l'a annoncé. Et bizarrement, ça correspond en tout point à ce à quoi on s'attendait. Ils vont arrêter de nous dire qu'on commentait sans savoir, parce qu'en réalité, ils ont juste confirmé qu'il y aura bien une retraite par points, qu'ils vont bien reculer l'âge de départ à la retraite, et qu'au final, on sera bien tous perdants. Alors, ils tentent la stratégie de la division du mouvement social, c'est assez classique. Et cette fois-ci, ils nous font une division générationnelle. Alors si vous êtes né après 1975, comme moi, là, pas le choix, vous tapez la réforme de la retraite par points. Et tous les médias reprennent en chœur, seuls ceux qui sont nés après 1975 sont concernés par la réforme. Mais en réalité, ceux qui sont nés avant 1975, eux, vont subir des mesures d'âge imposées par une loi cadre. Concrètement, ce sont des économies de court terme qui vont s'imposer à ces gens-là. Et au final, tous, quelle que soit notre génération, l'âge de facto minimum de départ à la retraite pour avoir une pension à taux plein, ce sera 64 ans. Et concrètement, si vous avez 20 ans et que vous travaillez jusqu'à 63 ans, même si vous avez fait le minimum, les 42 annuités, vous aurez une décote. Ou même si vous avez travaillé jusqu'à 64 ans, et que vous avez toutes vos années, concrètement, vous aurez une décote par rapport au système précédent où avant vous aviez une surcote. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit notre âge, on sera tous perdants, et en particulier les jeunes générations. Devant les inquiétudes exprimées par les manifestants, ils essaient de nous donner des espèces de garanties en trompe-l'œil et nous parlent notamment d'indexation de la valeur du point. Sauf que cette indexation, elle n'est pas garantie à partir du moment où ils repoussent l'âge d'équilibre. Et ce que finalement ils donnent d'une main, ils le reprennent de l'autre. Et au final, aucune des revendications qui ont été exprimées en masse dans la rue ces derniers jours n'a été entendue par le gouvernement. Nos demandes restent les mêmes. On ne veut pas de la retraite par points.
On ne veut pas travailler plus longtemps, on veut un véritable système de protection sociale qui soit redistributif et pour ça, il faut accepter d'augmenter les cotisations sociales, d'augmenter la part du PIB consacrée à nos retraites, ce fameux 14% du PIB consacré aux retraites à partir du moment où il y aura plus de retraités dans les prochaines décennies. Et pour ça, on a des solutions concrètes avec l'égalité de salaire femmes-hommes, avec la mise à contribution du capital. Des pistes de financement existent plutôt que de nous faire travailler plus longtemps et de notre vie de galère la transformer par des retraites de misère. Alors la suite du mouvement, elle est toute connue. Même la CFDT, qui jusqu'à présent a soutenu le gouvernement, appelle à une manifestation mardi 17 décembre. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour dire très clairement au gouvernement qu'on n'est pas dupe, qu'on ne se laissera pas avoir, qu'on veut qu'ils retirent leurs réformes. Et je pense qu'au-delà des manifestations, de la formidable grève difficile menée par différents secteurs d'activité, il faut aussi qu'on réfléchisse collectivement à d'autres formes d'action et de mobilisation. Je pense au mouvement notamment qui a été mené à Hong Kong, où ils ont fait des grands dying dans la rue. Il faut qu'on s'inspire peut-être des méthodes de désobéissance civile. Il faut qu'on trouve le plus de moyens d'exprimer aujourd'hui notre colère, nos inquiétudes, parce que manifestement, le gouvernement reste sourd. Alors j'espère que vous toutes et vous tous, vous serez le plus nombreux possible. Nous, on est la semaine prochaine, c'est la session à Strasbourg, entre Strasbourg, Paris, Bruxelles. On sera là dans les manifs et j'espère qu'on sera le plus nombreux possible jusqu'au retrait de la réforme. Cette semaine au Parlement européen, la grande actualité, c'est la présentation par la Commission européenne de son Green Deal, un plan de lutte contre le changement climatique qu'elle a présenté ici dans cet hémicycle dans le cadre d'une session extraordinaire organisée au Parlement européen. Alors ce plan, évidemment, on en attendait beaucoup parce que l'heure est à l'action. Il y a quelques mesures intéressantes comme un grand plan de forestation, mais surtout ce qui frappe en premier lieu dans ce plan, c'est à quel point il y a des mots creux. On parle de plan d'action, de plan d'attaque, de livret blanc ou de stratégie, mais derrière cette créativité lexicale, en réalité, il n'y a pas du tout de créativité politique et très peu de mesures et d'objectifs concrets et contraignants. En matière énergétique, par exemple, ils ne nous disent pas comment concrètement ils vont sortir des énergies fossiles extrêmement polluantes comme le gaz et le charbon. Et puis, il y a énormément de contradictions dans ce plan. On nous parle par exemple de clauses écolo alors qu'ils continuent à signer à l'appel des accords de libre-échange climaticides. On nous dit le bio, c'est formidable, sans réouvrir les négociations de la politique agricole commune. On nous dit le fret, c'est vraiment super, alors qu'on démantèle nos services publics de gestion des transports. Et puis, sur la question du nerf de la guerre, des financements, ils ne nous disent absolument pas comment ils vont financer ce plan, s'ils vont mettre la finance au service du climat, s'ils vont sortir des politiques d'austérité budgétaire qui limitent les investissements en matière climatique, ou même, bizarrement, la taxe kérosène dont il avait été question et la taxe plastique ont disparu. On voit donc bien qu'à travers ce plan, ils essaient de teinter d'un peu de vert des vieilles politiques libérales, mais qu'au final, et c'est peut-être pour ça que ce Green Deal ne s'appelle pas le Green New Deal, parce que c'est faire du neuf avec de l'ancien, et c'est pas comme ça qu'on sauvera le climat, surtout que l'élément le plus important qui manque dans ce plan, c'est la dimension sociale et humaine, qui est une dimension fondamentale et indispensable parce qu'on doit lutter en même temps contre les inégalités et contre le changement climatique, parce que les pauvres sont les premiers à souffrir du changement climatique, et les plus riches, les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre. Si on vous parle de Green New Deal, ce n'est pas anodin et c'est clairement inspiré de l'aile gauche des démocrates aux États-Unis, qui sont une source d'espoir pour nous. D'abord parce que si Bernie Sanders remporte l'élection, la primaire des démocrates, voire, et on l'espère évidemment, remporte la victoire contre Donald Trump, ça fera un sacré changement au niveau international, y compris sur les enjeux climatiques. Mais c'est aussi parce que ce Green New Deal est porté par Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une jeune élue de l'État de New York, que vous connaissez peut-être, qui, contre toute attente, a remporté les dernières élections législatives, siège depuis au Parlement et secoue pas mal le Parlement, qui était avant serveuse dans un bar, et qui, à travers ce Green New Deal, fait une référence claire
à Roosevelt, comme dans les années 30, il faut un grand plan d'investissement massif, cette fois-ci à la fois pour lutter contre le changement climatique et lutter contre les inégalités, avec un rôle central que doit jouer l'État. Et c'est là toute la spécificité du Green New Deal, à la fois par ce rôle joué par l'État et par cette double lutte contre les inégalités et le changement climatique. C'est une forme de pacte ou d'un contrat démocratique pour une vision commune du futur qui nous permettra de travailler tous ensemble face à la crise que l'humanité n'a jamais connue dans son histoire. Et c'est dans ce sens-là qu'on va proposer un plan et qu'on travaille avec à la fois le groupe de députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale et notre groupe ici au Parlement européen pour porter une vision commune en France, en Europe, mais aussi au niveau international. On espère même faire venir ici au Parlement européen Alexandria Ocasio-Cortez. Ça fera peut-être l'occasion d'une AQC un peu spéciale. Et ça va être un combat central des mois à venir et c'est pour ça qu'on y met autant d'énergie à Paris comme à Bruxelles. Et comme on est des gens sérieux au sein du groupe de la gauche unitaire européenne, on a travaillé ces dernières semaines pour élaborer ce contre-plan pour un véritable Green New Deal social et écologique. Et c'est ce contre-plan que j'ai présenté en session plénière au Parlement européen en réaction à la présentation de la Commission. Vous pouvez retrouver mon intervention en session plénière, elle doit s'afficher quelque part par là. Et le point central de ce plan, c'est d'abord de mêler les questions sociales et climatiques et de proposer une loi climatique contraignante de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici 2030. On sait que c'est ambitieux, mais c'est la seule trajectoire possible pour rester dans le respect des accords de Paris. Ce plan, il est organisé autour de 10 axes principaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il propose une transformation profonde de nos modes de production et de consommation, tant sur les questions écologiques que sociales. Parmi les propositions, on a un grand plan de rénovation énergétique pour sortir les 125 millions d'Européens de la précarité énergétique. Il propose le 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, ce qui d'ailleurs créerait des centaines de milliers d'emplois à l'échelon européen. Il propose de décarboner l'économie avec des objectifs contraignants et l'interdiction de certaines absurdités comme les jets privés, de refonder notre politique agricole commune pour passer à un modèle paysan plutôt qu'un agro-industrie chimique, d'adopter un protectionnisme solidaire pour sortir des accords de libre-échange, et surtout il n'occulte pas, contrairement à la Commission européenne, la question du financement, tant sur les mesures de lutte contre l'évasion fiscale et rétablir la justice fiscale, que sur des taxes comme une taxe aux frontières. Plus le produit vient de loin, plus il sera taxé, c'est bon pour la planète et c'est bon pour nos porte-monnaies. Je m'arrête là pour pas aller plus dans le détail. On aura l'occasion de revenir sur le Green New Deal, le travail qu'on fait conjointement avec l'Assemblée nationale. Et puis la Commission européenne a 3 mois pour nous présenter son plan final. Alors comptez sur nous pour leur faire pression parce que le greenwashing, on en a marre et qu'on veut des vraies mesures pour le climat, comme pour les peuples, comme pour la planète. Allô? Non, c'est pas Macron, c'est Manon. Qui ça? BlackRock? Le fonds de pension privé? Oui, je sais que vous adorez Macron, mais là vous êtes mal tombé, c'est la France Insoumise. Et vos retraites privatisées, nous on n'est pas vraiment motivés. Hein. Et désolé, c'est pas encore gagné pour vendre vos fonds de pension en France. Oui, bon, désolé, moi j'ai manif, je vous laisse. Hein. Bon, BlackRock, c'est pas vraiment les seuls à s'intéresser à nos retraites et c'est pas le seul fonds de pension. Et d'ailleurs, cette semaine, on a eu 2 cas d'école de liens douteux entre des fonds de pension privés et la puissance publique avec le gouvernement sur spécifiquement la question des retraites. D'abord, on a eu le monsieur retraite du gouvernement, monsieur Delevoye, qui s'est fait épingler pour avoir oublié de mentionner dans sa déclaration d'intérêt ses liens avec le monde de l'assurance. Et vous allez sûrement nous dire qu'on a un peu mauvaise langue, que finalement un oubli, ça arrive à tout le monde, mais on peut quand même s'interroger sur cette mémoire un peu sélective quand il a rempli sa déclaration d'intérêt.
Et on a entendu aussi des membres de la majorité le défendre en disant « mais attendez, c'était juste une action bénévole ». Oui, enfin bon, avoir des liens avec le monde de l'assurance quand on est en charge des retraites, c'est pas la même chose que faire du water polo. Hein. D'ailleurs, moi je pourrais déclarer mes actions water polo. Et en vrai, ça ressemble à un bon vieux conflit d'intérêts. Et nous, vous savez qu'on adore les conflits d'intérêts dans le coin des lobbies, vu que Delevoye est celui qui est en charge de la réforme des retraites et qu'en pratique, c'est celui qui ouvre nos retraites au fonds de pension privé. Et puis l'histoire s'arrête pas là. La même semaine, il y a eu plusieurs articles de presse qui relatent les rencontres entre des fonds de pension privés, et notamment BlackRock, et plusieurs membres du gouvernement, Emmanuel Macron. Alors BlackRock, vous les connaissez peut-être pas, parce qu'ils sont pas très connus du grand public. Pourtant, c'est le plus grand fonds de pension au niveau international. Concrètement, ils gèrent des centaines de milliards d'euros, un peu comme des vautours. C'est ceux qui viennent s'intéresser à vos fonds de pension et à nos retraites quand la puissance publique, l'État, les abandonne au secteur privé. Et forcément, ça nous intéresse au plus haut point parce que Macron dit partout qu'il ne compte pas privatiser nos retraites. Et d'ailleurs, on se demande bien pourquoi il s'entend aussi bien avec BlackRock et a besoin de les voir plusieurs fois. Sachant qu'en parallèle, la majorité a voté à l'Assemblée nationale des dispositions fiscales qui sont favorables aux fonds de pension privés et que manifestement la majorité semble quand même vouloir accueillir à bras grands ouverts. Et donc les rendez-vous entre Macron et BlackRock, les liens entre Delevoye et le secteur des assurances, tout ça, c'est pas vraiment fait pour nous rassurer. Et je pense que s'il en fallait une supplémentaire, c'est une autre raison de se mobiliser parce que nos retraites, on veut pas les abandonner au secteur privé. Bonjour à tous, on est en direct. Non, on n'est pas en direct parce que ça marche pas.